Donc je suis tuna comme le poisson et mess comme l'état de l'élocution de Bip aujourd'hui. Dans cet épisode de la Quinterview, une redéfinition permanente de la femme et de la silhouette féminine. Une redéfinition. Elle a fait de son drag et de son métier de designer dans la mode une des Oh, mais décidément. Mais c'était notre définition aussi finalement. Hello à tous et bienvenue dans la Quinterview. La Quinterview, qu'est-ce que c'est ? C'est un podcast d'interview libre, ouverte et inclusive qui vous ouvre les portes du monde merveilleux des artistes queer. Drag queen, drag king, drag queer, club kid, créature plus l'infini et au-delà. Ici on parle de vie de drag, de vie out of drag, de construction artistique et de processus créatif. Je suis toujours Bip et la curiosité est mon plus beau défaut. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de la Quinterview, j'ai décidé d'inviter une artiste qui n'a pas sa mèche dans sa poche. Originaire de Belgique, mais plus noble qu'une parisienne, elle a fait de son drag et de son métier de designer de mode une redéfinition permanente de la femme et de la silhouette féminine. Suivant son humeur, elle vous enchante ou elle vous hante. En tout cas, c'est sûr, elle est démente. Je me fatigue. Bienvenue pour ta Quinterview, tout la messe. Merci. Quelle introduction. Ouais, je sais. Franchement, il y a des fois, je me lance dans des envolées lyriques nuls et je vais jusqu'au bout parce que c'est nul et je trouve ça super. Bravo. Faut faire l'éloge de la médiocrité parfois aussi. C'est moi la médiocrité ? Non, c'est ma médiocrité à moi. Bienvenue pour ta Quinterview. Est-ce que tu es prêt ou prête d'ailleurs ? Quels sont tes pronoms ? Comment je m'adresse à toi ? Au féminin, c'est bien, ça fait croire que le personnage est crédible. Ok, très bien. Alors, est-ce que tu es prête pour ta Quinterview ? Tout à fait. Dans un premier temps, avant de parler avec Tuna, je voulais m'adresser à Clovis. Et du coup, savoir un peu où est-ce que tu as grandi et quelles sont tes origines. Alors, j'ai grandi en Belgique. Je viens d'un petit village qui s'appelle Uln et qui est situé des frontières néerlandaises et allemandes. Et donc, je grandis dans un tout petit village, donc à la campagne, parmi les vaches. Mon père fait des aménagements et des terrassements dans les jardins de tout le village. Et ma mère est infirmière quand je suis petit, et puis elle devient prof d'art infirmier. Comment ça se passe un peu cette enfance, on va dire, rurale ? En fait, moi, je viens mes grands-parents, ils ont 4 enfants. Donc, en fait, toute la famille habite dans le même village. Donc, j'ai plein de cousins qui ont mon âge. Et en fait, mes cousins, quand je suis petit, en tout cas, c'est vraiment la société dans laquelle je suis, finalement. Et on fait tout ce qu'on fait dans un village, c'est-à-dire qu'on est toujours dehors dans des espèces de bois en train de créer des cabanes et ce genre de choses et fuir des vaches quand on se rend compte qu'elles nous courent après. Et voilà. Donc une enfance très cabane. Une enfance très cabane, ouais. Ouais, avec l'injonction de sortir quand tu restes trop longtemps à l'intérieur de tes parents. Je sais pas. L'injection de tes parents. Je ne restais pas à l'intérieur de mes parents, je tiens à préciser. Les précisions ont été faites. Et t'as fait de belles cabanes. Est-ce qu'il y a une cabane dont tu étais la plus fière ? Alors, il y a pas une cabane dont je sois particulièrement fier. Ayant le père que j'avais, en fait, on avait beaucoup d'aide, donc je sais pas, la fierté ne me revenait pas. Mais il y a quand même une cabane qui était dans l'arbre chez moi, donc en hauteur, donc ça c'est plutôt chic, et qui avait un death ride qui permettait de descendre de la cabane dans le jardin. Et le petit death ride perso à l'époque, c'était très cool. Très sympa. Oui, petite construction. À mon avis, pas tout à fait homologuée, mais néanmoins amusante. Très sympa. Moi, j'avais fait une cabane avec des potes et nous, on avait fait les toilettes à l'extérieur. Donc, c'est-à-dire qu'on avait la cabane et on avait fait une petite donc au coche dans la cabane pour faire les toilettes. Et donc, on avait accroché une bouteille d'eau, on avait fait un trou et on avait inventé les toilettes sèches. Bravo. Merci beaucoup. Mais j'adore les cabanes. J'ai vraiment une grande passion cabane. Donc, je suis content qu'on se retrouve là-dessus. Et l'école, ça se passait comment ? Tu avais des matières préférées ? Pas vraiment. Je pense qu'à l'époque, je voulais être astronaute ou que des métiers un peu scientifiques comme ça, archéologue. Donc les sciences, ça me semblait top. Je collectionnais des pierres aussi.
Des pierres précieuses. Tu pouvais envoyer 35 cents, je ne sais pas où, et tu recevais chaque semaine une nouvelle pierre précieuse avec son histoire. Dis donc, madame. Avec ses pierres précieuses. Oui, mais il fallait bien coller les petites étiquettes, tout ça, pour bien te souvenir de quelle pierre tu avais reçue quand. Et je crois qu'à la fin, ma collection, c'était un peu n'importe quoi, parce que j'avais arrêté de... Je préférais la poésie de la pierre que son nom. Quel a été ce drame pour tes parents du moment où tu as souhaité faire option latin-grec? Ouais, là, on est un peu plus loin dans la... Tout à fait. Oui, donc j'entre en secondaire. Mes parents, qui sont des gens avec des esprits extrêmement scientifiques, se réjouissent de mon intérêt pour les sciences, sauf que quand j'entre en secondaire, tout ça commence à m'ennuyer un peu. Et puis, je suis en 3e secondaire. En France, ça veut dire que tu as plus ou moins 14-15 ans. Et je me retrouve dans une classe avec des gens avec qui j'ai pas spécialement envie de passer beaucoup de temps. Et du coup, je remarque que la classe de latin-grec, mes potes y sont. Et donc, ce serait super de faire latin-grec. Et donc, je dis à mes parents que j'ai changé de classe parce qu'on nous permettait de changer de classe en début d'année, tout ça, pour aller en latin-grec. Et là, c'est le drame. Mes parents m'emmènent voir la préfète, je sais pas comment on dit en France, la directrice de l'école, pour parler de ce choix qui met tellement en danger mon futur. Et la préfète, qui en plus était historienne, ne comprend pas très bien pourquoi mes parents viennent me voir, ne comprend pas très bien pourquoi on a besoin de parler d'un étudiant pour qui tout se passe extrêmement bien, et surtout quand il veut simplement faire latin-grec, ce qui veut dire avoir plus d'heures de cours en plus, mais moins de cours de sciences, quoi. Et donc voilà, mes parents étaient particulièrement terre à terre. Un drame de vie. Tout à fait, qui m'a complètement changé. J'imagine, latin-grec. Quelle idée saugrenue. Je sais, mais je suis tellement... j'adore le peuple. J'aime être proche des gens. Voilà. Et le latin-grec me permettait d'avoir une certaine proximité avec des gens d'une autre époque. Et cette classe de latin-grec, est-ce que tu arrives à retrouver aussi un peu plus de proximité avec d'autres personnes, d'autres gens? Oui, l'adolescence, c'est clairement un moment où pour moi l'école ça devient un peu difficile. Je suis out assez rapidement. Enfin, c'est pas, pour moi c'est pas trop une question, mais quand on me la pose, je réponds. Et donc évidemment les rumeurs courent. Et donc c'est un moment qui est un poil compliqué. Et latin-grec, c'est en fait une classe aussi où c'est une classe très soudée, où tout le monde se défend beaucoup les uns les autres. Et bizarrement peut-être, c'est une classe assez cool, où en fait les étudiants qui y sont font partie on va dire des gens populaires à l'école à l'époque. Et du coup, faire partie de cette classe, avoir la défense de ces personnes-là, fait que en fait les gens osent plus trop m'embêter, puisque c'est ça à l'époque, sur mon orientation sexuelle ou ma personnalité ou quoi que ce soit. Ok, mais il y a des gens de cette époque-là que t'as gardé, qui t'ont défendu plus que d'autres? Il y a ma meilleure amie, ouais, en particulier, qui est vraiment genre la fille qui vient d'Angleterre, qui est métisse, qui est trop belle, qui est hyper intelligente, qui parle parfaitement français, parfaitement anglais, évidemment, et qui du coup... je sais pas si elle va m'en vouloir si je dis ça, mais se fait tous les garçons cool de l'école, et du coup avoir son soutien à elle, c'est particulièrement, enfin en fait on va pas ennuyer le meilleur ami d'eux parce que en même temps on l'aime bien et qu'elle a cette influence là. Et effectivement c'est encore aujourd'hui ma meilleure amie, c'est quelqu'un avec qui j'ai gardé contact même si on habite toujours très loin l'un de l'autre, mais c'est un pilier dans ma vie. Un super pilier, un super bouclier. Bravo à elle et merci et bisous à elle. Et rappelons-lui qu'elle est beaucoup moins cool aujourd'hui, Diane, si tu nous écoutes. Désolé, Diane. Sorry. Et t'avais des passions quand t'étais enfant? Bien sûr, moi je fais 300 000 activités parascolaires parce que tant que ça se passe bien à l'école, mes parents m'autorisent à tout le temps ajouter des activités après les cours. Et du coup, je commence la danse quand j'ai 4 ans et j'en fais pendant toute mon enfance et adolescence jusqu'à ce que j'ai 21 ans. Qu'est-ce qui te plaît avec la danse?
Je sais pas trop, il y a un rapport au corps et une façon de communiquer qui m'intéresse. Parce que je pense qu'à l'époque, moi, je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. Euh, et tout à coup, la danse, c'est à la fois une façon de communiquer et puis c'est une façon de communiquer qui est célébrée. Où en fait, je, c'est complètement contextuel, mais parce que je suis le seul garçon dans des classes de filles, ben, je suis toujours au centre, j'ai toujours le premier rôle du ballet, etc. Et donc, il y a une espèce de validation qui se passe à cet endroit-là qui est très confortable. Et puis, en plus, pendant mon adolescence, je commence à faire tous les types de danses possibles et imaginables parce que, parce que vraiment, c'est l'endroit où je me sens bien et, euh, et où finalement je fais du sport comme un garçon devrait faire et je sais pas, moi je le vis comme ça bien que ce soit un sport considéré comme féminin. Donc la mascotte de la danse, c'est Mhm. toi. Ouais, à l'époque en tout cas. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr, mais soit. Et après voilà, moi j'ai fait de la batterie et du piano. En fait, j'ai commencé par faire du djembé parce que mes parents m'ont inscrit en cours de djembé avec mon cousin parce que quelle bonne idée de leur faire du djembé ensemble. Et puis le djembé, c'est pas l'instrument le plus intéressant en tout cas pour moi et pour mon cousin non plus. Et du coup, le prof de djembé donne aussi un cours de batterie. Le cours de batterie est juste après le cours de djembé. Donc, j'ai le temps de voir les étudiants de batterie qui arrivent et ce que ça donne un peu de frapper sur tous ces instruments à la fois. Et du coup, j'ai commencé la batterie. Et puis, quand je me suis rendu compte que j'étais un peu frustré, que je pouvais pas faire de la batterie tout seul, c'est-à-dire que nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on jouait souvent sur des bandes son. Euh, Ben, j'ai commencé le piano à ce moment-là en me disant, ok, en fait, j'aimerais bien aussi un instrument où je peux être vraiment indépendant et pas suivre une bande son, quoi. Et du coup, tes parents, ils arrivent à suivre un petit peu toutes ces passions et tout ce rythme de nouvelles découvertes et activités. Ben, ça suit pendant un temps, et puis après, il y a un moment dans mon adolescence où on me demande de faire des choix. Parce que comme je suis dans un village, ça veut dire qu'en fait, tout ça, en fait, il faut m'y conduire. Et donc, c'est toujours le village voisin pour tel cours, l'autre village pour tel cours. Donc, c'est un peu compliqué quand je demande en plus de commencer de la photo ici et ça. Tout à coup, on me demande de faire des choix. Et donc, chaque début d'année scolaire, c'était le moment où je devais décider qu'est-ce que j'arrête, qu'est-ce que je commence de nouveau. Et, euh, et c'était toujours des grandes discussions entre mes parents et moi sur non, mais en fait, les cours ça se passe bien, donc pourquoi j'ai pas le droit d'en faire plus, tout ça, tout ça. Le mercato des hobbies chaque année, quoi. Ouais. Et tu dessines aussi? Tu dessinais? Je dessine un peu. J'ai toujours un peu dessiné sur le côté, mais c'est pas un truc que je prends nécessairement très au sérieux. Pour moi, le dessin, c'est un espèce d'outil. Enfin, je dessine, je me rappelle quand j'ai vers 12 ans, je dessine des vêtements parfois, mais je sais pas, j'ai des espèces de lubies comme ça où pendant 3 mois, je vais vouloir dessiner parce que j'ai, même plus jeune, l'idée d'inventer un objet. Et puis, 3 mois plus tard, quand je me rends compte que l'invention n'aura pas lieu, je me lasse et je lâche le crayon. Très créatif, du coup. Toujours à essayer de trouver une nouvelle idée, quelque chose, pour stimuler. Ouais, il y a un truc un peu. Après, en étant dans un village, je reste relativement solitaire malgré moi. Et du coup, il y a un truc de, en fait, comment est-ce que je peux m'occuper ma sœur, à l'époque, elle est toujours dans sa chambre en train d'inventer des chorégraphies et danser. Et du coup, il y a ce truc de, ok, ben, qu'est-ce que je peux faire dans ma chambre et voilà, je dessine, je lis des BD. Et tu faisais quoi comme BD? C'était quoi un peu tes... Parce que c'est vrai que la Belgique est un peu reconnue pour ses dessinateurs et pour ses auteurs de BD. Alors moi, je lis la collection de mes parents, et du coup, dans la collection de mes parents, il y a Pierre Tombal et Les Femmes en Blanc. Pierre Tombal, c'est un fossoyeur qui s'inquiète beaucoup de ses résidents, et les résidents sont en vie, et puis on se rend pas compte de tout ce qui se passe dans le cimetière, et c'est assez drôle. Et puis Les Femmes en Blanc, c'est des infirmières. Et je soupçonne mon père d'acheter ça parce que ma mère est infirmière, je sais pas trop, mais il y a quelque chose là. Mais c'est drôle, les BD chez moi, c'est parce qu'il n'y a pas de. Mes parents ont pas. Les bibliothèques, c'est pas quelque chose qui est à l'extérieur accessible. On montre pas spécialement ce qu'on lit. C'est vraiment. C'est plutôt des ouvrages scientifiques.
et des BD dans le cas de mon père. Et du coup, ces BD, elles sont dans une armoire en bas, dans le hall d'entrée. Et en fait, moi, très jeune, je les lis après minuit, en fait. Je descends, quand je sais que je suis censé être endormi, je descends chercher les BD et puis je lis les BD sous mes couvertures avec une lampe de poche. Incroyable. Et du coup, je relis les mêmes BD tout le temps. Je pense vraiment que ces BD-là, si je je peux les retrouver chez mes parents, je les connais par cœur. Incroyable. Et t'as aussi, pendant ces années-là, t'as aussi fait du scoutisme. Tu retires quoi de tes années scouts? Tout à fait. C'était l'horreur du samedi. Je sais pas trop. En fait, c'est très étrange. Mes parents m'ont forcé à faire du foot un moment. J'ai fait du volley aussi. Il y a pas mal de sports comme ça où ils m'ont fait faire des sports. Mais en fait, généralement, après 3 mois, si ça m'intéressait pas, j'avais le droit de le dire et j'y allais plus. Le scout, je ne sais pas pourquoi. J'ai pas été scout d'ailleurs, j'ai que été louveteau parce que j'ai quand même réussi à un moment m'en sortir. Les louveteaux, je n'avais pas le choix, il fallait y aller tous les dimanches, samedi, je sais plus, samedi j'imagine, euh, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, et c'était vraiment un truc horrible pour moi. Je déteste les autres louveteaux. Enfin, je les déteste pas tous, mais il y a clairement, je me sens pas du tout à ma place. Je me sens pas du tout bien parmi les petits garçons cis qui parlent de foot et d'autres choses terribles dont les scouts parlent. Et ouais, je sais que je prie tous les samedis pour ne plus devoir y aller. Mais je crois que quand j'en parle à mes parents, ça maintenant, ils sont là genre, mais non, t'aimais bien. Ouais, c'est Moi, vrai. c'est pas mon souvenir. Parmi toutes ces passions, tu vas en choisir une et qui sera plutôt pour partir faire de la couture, continuer un peu dessiner de la femme, dessiner du vêtement, dessiner ce genre de choses-là et continuer d'inventer. Pourquoi c'est cette passion-là que tu choisis et qu'est-ce qui te détermine à justement aller faire pourquoi pas une école de mode? En fait, il y a un peu un choix par défaut qui se fait. À la base, moi, je veux être, à un moment, enfin, fin de mon adolescence, je veux être danseur. C'est vraiment ce qui me touche le plus et ce qui me parle le plus. Et je décide que je vais être danseur et je reprends des cours de classique parce que j'avais arrêté le classique, je faisais plus que d'autres types de danse. Parce que dans ma tête, si tu fais pas du classique, si tu ne deviens pas danseur. Et il y a une espèce de déception qui te fasse à ce moment-là, de se rendre compte qu'en fait, je suis pas souple, qu'en fait, je manque de discipline et que je vais sans doute pas réussir à faire de la danse au niveau que je souhaite atteindre. Et du coup, il y a le vêtement qui est toujours resté, qui est toujours resté dans un coin de ma tête. J'ai toujours dessiné un peu des vêtements. J'ai toujours été très frustré parce que je trouvais pas quand je faisais du shopping. Et tout à coup, ça semble être une autre façon d'aborder le corps, une autre façon de travailler le corps. Et donc, je me dis, ok, vas-y, je pourrais tenter ça peut-être. Et puis, face à la mentalité assez cartésienne, scientifique de mes parents, il y a un truc aussi où c'est de l'art, des arts visuels, mais c'est quelque chose où le produit il est beaucoup plus concret. C'est aussi un endroit où il y a de l'argent et donc ça semble faire sens. Et j'en parle quand j'ai, je crois, 17 ans ou 16 ans, 17 ans, à mon parrain qui me dit que si je veux faire de la mode à un certain niveau, il faut absolument que je fasse la Cambre à Bruxelles, mais que c'est un peu tard en fait pour faire ça, que je devrais avoir dessiné depuis plus longtemps que ça, etc. Et si tu me dis que je peux pas faire un truc, là je veux vraiment, vraiment le faire. Impossible n'est pas tout na. Le challenge m'amuse beaucoup. Vas-y, raconte-moi un petit peu comment ça s'est passé. Juste après mes études, moi en fait, à la fin de mes études secondaires, donc à la fin de l'équivalent du baccalauréat, en vrai, je n'ai jamais été que dans 2 villages différents. Un tout petit village où j'ai fait mes primaires, un village un peu plus grand où j'ai fait des secondaires. Et donc il y a une espèce d'appréhension de la ville, même de ma part, où je sais que je suis pas quelqu'un qui est à l'aise en milieu urbain, on va dire. Et je me dis que c'est toutes les ambitions que j'ai, par contre, professionnelles, elles vont m'amener sur des grandes villes et que c'est pas possible de réfléchir comme ça. À l'époque, moi, je fais aussi des cours d'allemand parce que j'habite proche de l'Allemagne. Et donc, ça semble assez logique de partir en Allemagne pour pouvoir préparer à la fois l'examen d'entrée de l'école que je veux faire
en mode, et puis me redéfinir aussi, découvrir une ville, comprendre ce que c'est que de vivre en ville. Et donc j'insiste beaucoup, je pars avec une espèce d'organisme équivalent d'Erasmus si on veut, et j'insiste beaucoup moi pour être placé dans une ville, et par hasard, parce que c'est pas ma décision mais j'en étais absolument ravi, je vais à Berlin, et du coup me retrouve dans une ville complètement passionnante où je peux, je suis quand même dans un gymnasium, donc une école secondaire, un lycée en français si je me trompe pas. Et en fait, comme je suis déjà diplômé, ben en fait, il me laisse un peu le choix de faire les cours que je veux. Et donc, je prends que des cours d'art, puisque la matière art en Allemagne, est plus développée qu'en Belgique en tout cas, et que des cours de langue. Et donc, c'est vraiment une année où en fait, ben, j'ai l'impression de faire ce que je veux, quoi. Donc c'est l'éclate d'Allemagne à Berlin. C'est l'éclate. Bon, je suis dans une famille où ça se passe, c'est un peu compliqué le rapport à la famille, mais du coup ça me fait tous les jours pas vouloir rester à la maison et donc sortir et donc me balader dans Berlin et découvrir aussi une autre façon d'être seul dans la ville, et puis de se poser à des terrasses et puis dessiner, et puis t'as 18 ans et t'imagines que tout est possible et que tu vas devenir un grand artiste, tout ça. Et tes parents, ils le vivent comment, ce grand départ? Pour eux, c'est assez... ils sont très fiers, je pense, parce que comme c'est... Enfin, mon père, il a toujours habité le même village, ma mère, elle vient du village d'à côté. Donc, il y a vraiment un truc de... la vie se fait là où on est né. Et du coup, eux, ils voient ça, c'est très encadré, il y a un organisme, tout ça, mais eux, ils voient ça comme une espèce d'aventure et un truc qui va vraiment me permettre de gagner en maturité. Et puis je parle une langue étrangère, ce qui est aussi quelque chose pour eux d'assez assez impressionnant. Enfin, donc, ils sont plutôt dans le soutien, j'imagine que je leur manque, etc. Mais ils sont plutôt heureux de voir que je fais ça. Après, ils sont aussi inquiets parce que je pense que du coup, bah, évidemment, pour moi, à l'époque, être dans une ville étrangère, je suis pas toujours hyper serein. Je leur donne pas tout le temps des communications les plus positives sur ce que je vis. Et je pense que ça, par contre, ils savent pas trop comment gérer. Parce que comme du coup, ils sont jamais à distance des membres de leur famille, ben, la détresse à distance, c'est un peu un sujet étrange, quoi, ou nouveau. Suite à ton année à Berlin, c'est redirection de la Belgique, mais cette fois la grande ville, Bruxelles. Tout à fait. C'est l'examen d'entrée de la Cambre. C'est ce pourquoi on a essayé de se préparer un petit dossier à Berlin. Très drôle d'ailleurs, parce qu'à la fin de l'année à Berlin, je vais dans une école, je crois que c'est Letteverein, une école à Berlin de mode. Ma mère d'accueil, parce que je change de mère d'accueil, donc j'en ai une qui est très, très cool, entre-temps, m'organise un rendez-vous avec quelqu'un là-bas, quelqu'un qui est français, qui est prof à Letteverein, et qui me dit, en voyant mon dossier, que je ne suis absolument pas fait pour faire de la mode et que je devrais faire du graphisme. Ah ouais. Et donc, un mois plus tard, moi, je suis à Bruxelles, effectivement, en train de faire l'examen d'entrée de la Cambre, avec ce message de soutien de ce prof français de Letteverein. Et c'est un examen un peu long, c'est un examen d'une semaine, peut-être qu'il y a 3 jours d'examen vraiment sur la mode, et je termine l'examen en pleurs, genre bon ben j'ai raté, c'est sûr, tout ça, en me plaignant aux gens du coup que j'ai rencontrés pendant l'examen d'entrée pour qu'ensuite mon nom soit dit et pas le leur, et que j'ai l'air vraiment bien conne. Pourquoi il était dur cet examen? Qu'est-ce qui le rend difficile? Parce que est-ce qu'il y a vraiment très peu de personnes qui sont choisies au final aussi? Je crois qu'il y a plus ou moins entre 150 et 200 personnes qui se présentent chaque année, et il y a que 20 personnes qui sont prises. Donc il y a une vraie, voilà. Après, moi, ce que j'ai trouvé très dur, c'est que je m'étais préparé moi. Je m'étais renseigné sur la mode, tout ça, blabla, mais je m'étais assez peu renseigné sur l'école. J'avais un peu choisi l'école par défaut, même si derrière je défends beaucoup cette école, mais en tout cas à l'époque c'est un peu par défaut que je fais le choix. Et en fait, l'examen commence, ils expliquent la consigne et ils disent, donc comme chaque année, comme vous le savez, la consigne est la même, vous allez faire ci, vous allez faire ça. Et en fait, je me rends compte très rapidement que la plupart des gens qui sont là sont
connaissent la consigne, donc se sont préparés en conséquence, et savent aussi ce qui se passe pendant l'entretien individuel que tu as avec les profs, et savent les questions qui sont posées. Et donc moi, je me dis, ah ouais, mais en fait, c'est pas possible. Moi, j'arrive avec du papier blanc, des crayons et des bouts de tissu en espérant d'eux. Et donc ça m'a beaucoup, beaucoup stressé. Il y a un truc d'ego qui se passe aussi dans la pièce. Il y a des gens qui sont extrêmement sûrs d'eux. Et si toi, t'es déjà un peu dans le doute, ben ça duplique tes doutes. Et donc, je pense que c'est juste, voilà, psychologiquement, pour moi, c'est très compliqué. Après, il y a une réalité de l'examen aussi, c'est que, moi, cet examen-là, il y a 2 nuits où je n'ai pas du tout dormi. Moi, je ne suis pas très doué en travail nuit blanche, c'est pas du tout mon truc. Donc, il y avait aussi ce truc de, mais, ok, donc là, c'est juste l'examen. Ça fait déjà 2 nuits que je dors pas pour terminer les choses, où vraiment, je suis en train de travailler. En plus, je viens de trouver mon appartement à Bruxelles, et puis, du coup, il n'y a pas de meubles, et puis, du coup, le bruit que je peux faire avec la machine à coudre dérange les voisins qui viennent frapper pour me dire d'arrêter. Et moi, je suis là, genre, mais comment ça, j'arrête, je peux pas. Et donc, ouais, je suis fatigué, je doute beaucoup de ce que j'ai à montrer. Et néanmoins, en fait, je suis pris. Et avec le recul des années plus tard, je pense que mon examen, il s'était très bien passé, que il y avait pas de, il y a pas, je pense pas que ça a fait débat trop mon entrée, que je pense que les profs avaient plutôt confiance dans le profil qui était présenté. Et par un concours de circonstances énorme, je finis par obtenir un stage chez Mugler qui était promis à une autre étudiante de mon école d'une année supérieure, mais elle n'avait pas compris. Enfin, il y a un truc très étrange qui se passe, qui se fait qu'ils doivent réouvrir les dossiers. Et puis la personne qui me reçoit pour mon entretien d'embauche chez Mugler, le courant passe très bien. Et donc, est-ce que tu peux commencer demain, quoi. Et Mugler, ça représentait quelque chose déjà pour toi en termes de maison, de marque? Alors, bizarrement, Mugler, c'était la maison. C'était une des maisons qui, moi, m'intéressait pas trop. À l'époque, c'est le moment aussi où ils font les défilés. C'est Nicolas Fermichetti, le directeur artistique, qui est un bon ami de Lady Gaga. Moi, Lady Gaga, c'est pas quelqu'un qui me touche, en tout cas à l'époque. Et donc, il y a ce truc de, en fait, c'est très showbiz, c'est très paillettes. Et moi, c'est pas comme ça que j'aborde le vêtement à ce moment-là. Donc, il y a un truc où c'est un peu étrange. Et en même temps, en fait, c'est les profs de l'école qui ont donné mon nom quand ils ont su que telle personne cherchait, parce que eux trouvent que ce que je fais, c'est très muglérien. Et toute l'année, on me le dit, ça. Et donc, moi, il y a une espèce de débat comme ça qui se fait, où je suis là, genre, mais c'est très étrange, moi, j'aime pas, enfin, moi, je regarde peu, et en fait, on me dit ça. Mais par contre, c'est Mugler, c'est une grande maison, je suis en première année, c'est assez dingue quand même. Et donc, je suis ravi de le faire, et voilà. C'est pendant mon jury d'ailleurs de première année où tout à coup on me demande est-ce que tu as trouvé un stage ou pas, et je suis là genre non, j'ai pas trouvé encore. Et ils me disent mais non, mais nous on a donné ton nom chez Mugler, et en fait les profs m'avaient jamais dit qu'ils avaient donné mon nom, et donc j'avais rien envoyé parce que j'avais rien fait suivre. Et un membre du jury me dit d'ailleurs mais quoi, t'aimes pas Lady Gaga? Et c'est très drôle. Et du coup ça me permet aussi de désacraliser le truc et de comprendre qu'en fait j'ai plein de choses à y apprendre néanmoins, quoi. Sympa. Petit tour chez Mugler. Ouais, pendant 3 mois, le stage se passe très bien. En fait, je découvre plein de choses. Je trouve ça hyper intéressant. Je travaille avec quelqu'un qui vient de bosser aussi juste avant chez Balenciaga. Marc, à l'époque, j'admire beaucoup. Et du coup, je reviens à l'école en retard parce que le défilé, enfin, je suis resté jusqu'au défilé, et donc ça me faisait commencer l'année un peu plus tard. Et je me prends une espèce de claque en rentrant à l'école parce que, en fait, je suis en retard, et les profs même si ils en comprennent les raisons, ne l'excusent pas pour autant. Je fais un premier projet qui est pas du tout compris, et ma note, c'est un échec énorme, alors que j'ai jamais eu d'échec, mais jamais dans ma vie, en fait. Donc, c'est très... C'était quoi la note? J'avais 4 sur 20. Oh non, c'était pas un léger petit échec. Cette pièce. Ah ouais, c'était vraiment genre, j'ai pas compris la consigne, quoi. Et du coup, moi, ça me déprime complètement. Et puis, je pense que les semaines suivantes, je manque l'école, alors que j'ai jamais manqué l'école. Mais je suis chez moi et je sais pas trop quoi faire de moi. Et puis, je me dis, bon, en fait, est-ce que c'est pas le moment, parce que j'ai encore contact avec les collègues de Mugler,
et qu'il y en a une qui, à l'époque, se retrouve embauchée chez Balenciaga, je me dis, est-ce que c'est pas le moment de continuer de faire des stages, en fait, de soit de faire une année de pause, soit, en fait, je me demande aussi si finalement, je peux pas découvrir le monde de la mode par le travail directement, et que peut-être j'ai pas besoin d'une école, et donc je décide de retourner à Paris. Je fais un entretien d'embauche, effectivement, chez Balenciaga, pas pour la personne que je connais, mais pour des gens à qui elle me recommande, et en fait, je me retrouve stagiaire là-bas. Donc à l'époque, Balenciaga, c'est Nicolas Ghesquière, le directeur artistique. Moi, c'est la personne que j'admire le plus au monde à l'époque, donc c'est vraiment une opportunité énorme. Et donc, je commence comme ça euh, cette espèce de parcours professionnalisant en espérant que ça me permettra de trouver un boulot, ce qui se passe effectivement après. Je pense que je fais 6 mois de stage et puis la personne qui était chez Mugler avant devient styliste. Du coup, les stylistes chez Balenciaga à l'époque ont des assistants stylistes et donc elle me propose le poste d'assistant styliste. Et ce qui me permet de commencer à suivre avec elle des premiers modèles que je dessine pas au début, mais bien l'année d'après. Ça doit être incroyable comme sentiment, justement, cette évolution-là, de un peu d'assister dans un premier temps avec recul à toute la création qui se fait devant soi, et puis au fur et à mesure, mettre de plus en plus sa touche. Quelle est la première touche que tu as mise sur un vêtement qui s'est retrouvé soit sur une collection, soit sur un défilé, soit où tu t'es dit « wow, ça c'est moi ». C'est toujours les studios de mode, c'est beaucoup de gens. Donc en fait, c'est difficile de calculer le pourcentage d'influence qu'on a sur une pièce. Surtout chez Balenciaga, qui est une maison très, à l'époque, très hiérarchisée. Donc il y a vraiment beaucoup de gens à voir avant de présenter quelque chose à Nicolas. Le moment où je me suis dit, waouh, en fait, on respecte vraiment mon travail, c'était quand j'étais stagiaire à la fin de mon stage, et je pense que c'est ce qui fait que j'ai aussi obtenu un travail. Il y a eu une broderie de dernière minute qu'on a décidé de mettre sur plein de modèles. Et du coup, cette broderie se retrouvait sur des modèles qui étaient les modèles de stylistes différents, mais des modèles qui étaient déjà très aboutis, et qu'il fallait juste placer la broderie et placer le motif de la broderie, etc., et communiquer avec le brodeur. Et en fait, le premier modèle sur lequel c'est fait, c'est un modèle sur lequel le styliste pour qui je travaille. Et donc, il me demande de faire le placement motif. Et donc, je fais le placement motif, ça se passe très bien, ils sont ravis. Et puis, du coup, ils décident de placer le motif sur d'autres modèles. Et en fait, ils laissent d'abord les autres assistants stylistes, on va dire, le faire. Et il y a un problème parce que du coup, on sent que c'est pas la même main, on sent que c'est pas placé de la même façon. Et puis Nicolas, il a vu cette première veste qu'il a beaucoup aimée, il veut que ce soit placé de la même façon. Et donc en fait, on demande est-ce que la même personne fasse le placement broderie, ce qui fait que tout à coup, moi, je suis dans la hiérarchie entre guillemets projetée parce que je ne rends plus compte au styliste pour qui je travaille, je rends compte à la head designer. Et donc ça veut dire que tout à coup, je lui parle. J'échange avec elle, j'explique mon process, et donc ça veut dire que tout à coup, elle voit comment je travaille et elle peut juger de ce que je fais et de comment je le fais. Et en fait, il y a tout de suite beaucoup de confiance, en tout cas sur ce projet, qui se met en place, et c'est un moment un peu de switch pour moi dans la maison, parce que tout à coup, on se rend compte que le petit stagiaire qui est très jeune, puisque moi j'ai 21 ou 22 ans, il est consciencieux et il travaille bien, et il comprend, il arrive à parler de choses abstraites, il comprend ce qu'on essaye de lui dire et il l'applique. Et voilà, et je pense que quand Julie, la styliste pour qui je travaille après, m'embauche, quand elle présente mon profil à la head designer, je pense qu'il y a effectivement un truc on me fait faire l'entretien, évidemment, et on me pose plein de questions, et je dois présenter plein de choses, mais je pense qu'il y a déjà une espèce il y a une confiance qui est déjà là, qui fait que l'entretien n'est pas traumatisant pour moi, on va dire. La suite de ça, ça va être quoi ensuite, après Balenciaga? C'est le retour à l'école? Donc en fait, ouais, je travaille 1 an pour Balenciaga, et puis Nicolas Ghesquière quitte la maison. On est nommé Alexander Wang, et du coup, pour tout le monde dans la maison, ça change beaucoup la donne, parce qu'on était tous là, parce qu'on était extrêmement admiratifs du travail de Nicolas Ghesquière, et donc la maison est en train de changer beaucoup, tout le monde s'en va, etc.
Julie s'en va, donc moi je me retrouve sans boss. Il y a justement un styliste qui n'a pas d'assistant, donc on décide de nous mettre ensemble et moi je négocie tout de suite d'avoir mes propres modèles. Et donc je reste encore 1 an là-bas et je travaille donc pour Alexander Wang en faisant mes premiers modèles et c'est d'abord hyper excitant parce que tout à coup c'est moi qui signe les dessins, c'est moi qui dessine, c'est moi qui vais voir les modélistes, qui explique le modèle, qui fait raccourcir ou rallonger le pantalon. Et puis en fait au bout d'1 an je me rends compte que le process d'Alexander qui est très américain me convient pas tout à fait, qu'en fait chercher un boulot ailleurs c'est très compliqué parce que comme je suis le petit dernier arrivé alors que tout le studio essaye de partir, en fait je suis pas sûr que mon profil ait beaucoup d'intérêt ou séduise beaucoup d'autres maisons. Et donc je me dis à ce moment-là en fait est-ce que c'est pas le moment de reprendre les études, est-ce que c'est pas le moment de te donner la possibilité de faire tes propres collections et évidemment pendant tout ce temps où je suis pas à Bruxelles, néanmoins je regarde les collections des étudiants de la Cambre, des étudiants avec qui j'ai étudié et il y a un truc tu te poses la question, qu'est-ce que j'aurais fait moi si j'étais resté, comment est-ce que quelle relation j'aurais eu avec tel ou tel prof et du coup je me dis en fait peut-être que là je suis suffisamment jeune pour le faire. Ça m'empêchera pas de garder contact avec les gens avec qui j'ai travaillé à Paris et peut-être même que c'est l'occasion de les surprendre en leur montrant ce que je fais quand je suis vraiment complètement seul. Et donc, j'organise un petit rendez-vous avec le directeur de la Cambre et je reprends les études pendant 4 ans du coup jusqu'au master. Suite à l'école, pour quelle maison tu vas te mettre à travailler? Qu'est-ce que tu vas trouver sur ton chemin? Alors, donc, je reprends mes études, mais le truc qui est étrange, c'est que je dois continuer de faire des stages tout le temps. Du coup, en fait, mes stages, ce que je fais, c'est que souvent, je vais chez des anciens employés de Balenciaga. Je crois que j'ai fait, si je me trompe pas, 2 stages chez Paco Rabanne et 1 stage chez Acne Studio. Et du coup, en fait, Paco, c'est vraiment... Rabanne, maintenant, ils ont supprimé le Paco. Rabanne, c'est vraiment une maison où il y a beaucoup d'anciens de Balenciaga et donc il y a une espèce d'ambition de remettre en place les systèmes de travail qui existaient chez Balenciaga et donc c'est vraiment une maison qui est pour moi très agréable parce que je sais très très bien ce qu'ils veulent, je sais comment travailler, comment présenter le process et le travail en cours. Et voilà. Et donc, en fait, derrière mes études, c'est là aussi que je vais. Et donc ils m'engagent. Et Julie, qui était chez Balenciaga, et maintenant... Julie, en fait, c'est vraiment la personne que j'ai suivie partout. Elle était chez Mugler, puis Balenciaga, puis chez Paco Rabanne. Et chez Paco Rabanne, et donc est ravie de me retrouver. Et je commence à bosser là-bas, où je vais rester, en fait, 5 ans. Et comment t'as évolué là-bas? C'était quoi un peu tes spécialités, tes spécificités chez Paco? Moi, j'arrive avec... j'ai toujours eu une main plutôt... j'avais une main plutôt tailleur. Tailleur, c'est vraiment les tailleurs, mais aussi les chemises et ce genre de pièces. Et j'ai fait beaucoup de chemises aussi chez Balenciaga. Et donc, j'arrive et on me donne un peu ça. Et puis, comme je suis aussi le petit styliste qui vient d'arriver, il y a une ligne qui s'appelle la Bodyline, qui est vraiment une ligne avec un espèce de sportswear qui est censé vraiment ramener de l'argent et des élastiques avec Paco Rabanne écrit dessus, tout ça. Et donc, on me fait aussi faire cette ligne-là. Et puis, je commence un peu comme ça sur des pièces qui n'ont pas... je remplis un peu les trous, on va dire. C'est pas que qu'il y a une direction claire dans ce qui m'est demandé. Et puis, il y a lentement, en fait, il y a les collections, on commence à refaire du métal. Il y a une collection où l'ambition de Julien Docena, c'est de remontrer ces pièces exceptionnelles que Paco Rabanne faisait à l'époque d'une façon, comment est-ce qu'on peut porter du métal tous les jours, en fait, finalement. Comment est-ce que le métal peut devenir une pièce simple, qui pose pas question? Parce que c'est vrai que Paco Rabanne est connu et identifié pour ses robes en métal incroyables, très disco. Je sais pas comment on pourrait définir ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a fait son identité pendant longtemps. Enfin, tout du moins des pièces dont on se souvient. Complètement. À l'époque, c'est les robes importables, lui, qu'il appelle ça. Et c'est vraiment, c'est des robes qui sont assemblées à l'anneau, qui sont très lourdes et qui
demande une façon de travailler très très particulière. Et justement, cette façon de travailler, elle est un peu, c'est très mathématique, c'est très, il y a un truc euh, sur la matière qui demande quand même une grande compréhension du corps. Et puis moi, je suis quelqu'un qui a toujours beaucoup aimé le modélisme et qui aime bien la technique, même si je deviendrai pas demain modéliste, mais en tout cas la technique au service du design, ça m'intéresse beaucoup. Et Julien, ça le perçoit. Et puis en fait, on se rend compte que je suis un des stylistes les plus efficaces sur ces modèles-là. Parce que par ailleurs le modéliste qui est responsable, on s'entend hyper bien lui et moi, et puis du coup on met un peu en place un espèce de vocabulaire qui nous est personnel et qui fait qu'on a presque plus besoin de parler pour définir les looks et faire les pièces. Et donc le lendemain je deviens le styliste qui est plutôt responsable du métal et du plastique et toutes ces biens un peu particulières. Et après, voilà, Julien, il insiste toujours pour que ses stylistes travaillent sur un peu de tout. Donc, je continue de faire un peu de maille, je continue de faire un peu de cuir, je continue de faire un peu de popeline, etc. Popeline, c'est les chemises. Mais oui, très lentement, en fait, on se rend compte que Clovis et Quentin c'est le modéliste, ils sont hyper efficaces sur les modèles en assemblage et donc on nous en donne de plus en plus. Et puis on en donne le mesh aussi. Le métal mesh, c'est cette matière avec que des espèces de tout petits pixels de métal qui sont assemblés par des minuscules anneaux. Et du coup, ça devient un peu mon dada. Ce qui fait que finalement, d'une main tailleur, en fait, j'arrive plutôt sur une main floue parce qu'en fait, c'est du flou, c'est de la robe, c'est de la robe de soirée, etc., quoi. Et tu prends du plaisir à ça, justement, à être reconnu là-dedans, dans cette spécificité métallique? Ouais, je pense qu'il y a un truc, je pense que c'est ce que j'hérite aussi de mes parents. Il y a un truc en fait, je suis reconnu sur du design, ce que moi j'aime énormément, mais en plus je suis reconnu aussi sur une espèce de main, sur une capacité de compréhension de la matière qui est un peu scientifique. Et donc je pense que ouais, il y a moi, je suis très très fier de faire ces robes-là. En plus, elles sont évidemment super excitantes parce qu'il y en a, elles coûtent très cher, donc il n'y a pas trop de stratégie commerciale derrière. Le but, c'est de faire de l'image. Si on en vend deux, c'est super. On a déjà fait un chiffre d'affaires. Donc c'est très, ouais, c'est très flatteur ces modèles-là parce que c'est des modèles qui sont considérés, qui sont vus comme des pièces, des œuvres d'art, quoi. Donc voilà, bien sûr, je suis ravi de les faire et je suis ravi de pouvoir réinventer tout le temps cette technique qui est finalement très simple, mais de toujours chercher de nouvelles façons de l'appliquer, de nouvelles façons de la faire exister. La reconnaissance, le fait d'être reconnu pour son travail. Je déteste ça. J'ai l'impression, parce que t'en parles assez peu. Mais ça vient d'où, ce besoin de reconnaissance? Je pense de mon père. Je pense que mon père, c'est quelqu'un qui est extrêmement bosseur, enfin, moi, j'ai toujours vu mon père bosser tout le temps, et du coup, la valeur travail, c'est vraiment quelque chose dont on hérite, ma sœur et moi, et du coup, je pense que en décidant de faire de l'art, ce qui peut-être pour un ouvrier peut sembler de la masturbation intellectuelle, tout à coup d'être aussi dans le phare, d'avoir un book qui prouve que je travaille et qui montre, enfin, ces robes, les robes dont on parle, c'est aussi des robes qui prennent énormément de temps. Ouais, je pense que ça fait de l'écho avec ça et je veux toujours, évidemment, comme tous les enfants, plaire à mon père et prouver que ces valeurs sont les miennes et que ce que ma vie, entre guillemets, entre dans son système de valeurs. Et c'est arrivé? Oui, mon père est quelqu'un qui est très... à nouveau, voilà, c'est pas quelqu'un qui verbalise énormément, mais néanmoins, il me dit qu'il est très fier de moi. Moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est quand mon père, il parle de moi, même devant moi. Il parle souvent de moi comme d'un couturier, ce qui pourrait, ce qui est un mot qu'on évite parfois dans le monde du design parce que ça dit pas tout à fait la même chose. Et moi, je trouve que dans la bouche de mon père, c'est extrêmement flatteur parce que je sais ce qu'il veut dire par là. Alors, je sais qu'il comprend pas tout à fait les concepts et ci et ça, mais en tout cas, il sait que je travaille, il me le dit, il apprécie que je travaille beaucoup, tout ça. Et c'est quelqu'un qui sait toujours
beaucoup dépensé aussi. Tous les déménagements que j'ai fait, il m'a aidé, mais aussi sur les shootings que je faisais quand j'étais étudiant. J'ai shooté sur un ancien circuit automobile, une ancienne fabrique automobile. Il y avait un circuit sur le toit, et puis c'est un espèce d'endroit très très bizarre en Belgique. Et puis du coup, mon père m'a montré ce circuit, et puis j'ai voulu shooter là, et puis en fait il a contacté les gens là-bas pour s'assurer qu'on puisse avoir les autorisations pour shooter sur ce toit, et puis il m'a conduit là-bas, et c'est vraiment ma famille a toujours été autant ça pouvait leur faire peur parfois les voies que j'empruntais, autant quand j'étais dans ces voies ils ont toujours été dans un soutien. Voilà, ma mère, les jours des shootings, faisait des sandwichs pour tout le monde. On s'assurait qu'il y ait de la lumière pendant la nuit parce que j'avais décidé que la nuit, ce serait super. Et voilà, et vraiment, pour ça, je dois reconnaître que mon père s'est aussi beaucoup dépensé. Et donc, ça prouve combien il respecte mon travail et combien il a envie de soutenir ce que je suis en train de faire et combien, même s'il ne comprend pas tout conceptuellement, il entend la valeur que ça a. Trop mignon. Très mignon. Et là, maintenant, c'est le moment des questions de Mia, parce que je pense que tu le sais, mais à la rédaction de la Quinterview, j'ai une assistante éditoriale qui m'aide à préparer l'émission, qui s'appelle... Bah oui, comment elle s'appelle déjà? Bonjour, je m'appelle Mia. J'ai 4 ans, normal. Mon plat préféré, c'est des plats italiens. C'est que de la pizza. Ouais. Eh bien, je te présente Mia, Tuna Mia. C'est important de bien s'entourer. Exactement. Enchanté, Mia. Et donc, Mia, voilà, elle est accompagnée de ses parents, elle est allée enquêter sur toi, Tunames, et du coup, elle s'est posé plein de petites questions. C'est vraiment des questions pour moi? Oui. Ah, c'est pas des questions sur le drag en général, elle a vraiment des questions pour Tunames. Elle a des questions pour Tunames. Mais il faut pas montrer Tunames à cette pauvre enfant, la pauvre. Il n'a pas de cheveux. Pourquoi tu mets pas de perruque? C'est une très bonne question, Mia. Parce que je pense que la féminité ne se définit pas par le cheveu. Si un jour, Mia, tu viens à perdre tes cheveux, tu ne seras pas moins femme. Si tu es femme, Mia, par ailleurs, je ne sais pas. Très bien, très bonne question. Pourquoi tu t'appelles Tunames? Alors, Tuna, ça veut dire le thon en anglais. Et je trouvais que c'était une belle façon de se réapproprier l'insulte faite aux femmes. Et pour l'anecdote, en fait, le prénom Tuna, je l'ai trouvé avec ma meilleure amie dont je parlais plus tôt, à cause d'un Instagram d'un chien que je t'encourage à visiter. Instagram qui s'appelle Tuna Melts My Heart. Et c'est un petit chien dont je ne connais pas la race, qui a pas trop de poils, ou alors il a des poils beiges, peut-être je me rends pas bien compte, et qui a en tout cas une dentition vraiment très à lui. Il n'est pas extrêmement joli si on considère la convention canine, mais tout à fait très apprécié sur les réseaux néanmoins. Et je me suis dit, laide mais apprécié, j'adore. Oui, on est quand même sur un chien avec des dents très prééminentes, un visage très expressif. On sent qu'il a vécu des choses. Et on sent que voilà, les propriétaires ou les gens qui s'occupent de ce chien savent le mettre en valeur. Vraiment. N'est-ce pas, ils adorent ça. Vraiment, sur des petites Tuna vidéos. Make My Heart sur 2 millions de personnes quand même qui suivent. Oui, j'ai la même ambition, mais on n'y est pas. Je n'ai pas les bons propriétaires, c'est pour ça. On ne sait pas te mettre en valeur comme ça. Je vais continuer d'essayer. Et ça a toujours été ton nom, Tunames? Oui, ça a été le premier nom que je me suis trouvé en drague. Et puis, il y a un moment où je me suis dit, non, en fait, je suis une queen conceptuelle. Et puis, j'ai besoin de quelque chose de beaucoup plus juste. Et donc, je me suis dit, tiens, en fait, on va s'appeler Robert Blind, à cause de l'expression to rub blind. Et c'était très intelligent, tout ça. Et puis, en fait, je me suis maquillée la première fois. Je me suis vue complètement dégueulasse dans le miroir. Et je me suis dit, non, ce n'est pas Robert Blind, c'est bien Tunames. Et voilà. To rub blind, ça signifie quoi en français? To rub blind, je retrouve plus l'expression. Faire passer des vessies pour des lanternes. C'est pas exactement ça la traduction, mais moi c'est comme ça que j'entends. C'est quand tu viens de voler quelqu'un et que la personne à la fin t'a dit merci, quoi, parce qu'elle s'est pas rendue compte de rien. Et donc je trouvais que par rapport au drag, il y avait un truc intéressant, évidemment. Mais voilà, finalement, je ne suis qu'un poisson. Tu mets quel pyjama pour dormir? Ah, je dors en slip. Je ne mets pas de pyjama. Je n'ai jamais mis de pyjama, mais par contre, le duvet est très important. Quel est son plat préféré?
préféré? Mon plat préféré, sans doute un risotto aux champignons, Tout simplement. tout simplement. Un petit risotto et hop, Bah Tu- ouais, quand c'est bien préparé, c'est délicieux. tu cuisines. Je ne cuisine absolument pas. C'est pour ça que pour moi, un risotto aux champignons, ça semble déjà un truc infaisable. Et quand on m'en sert, je suis là genre, waouh, tu as fait un risotto aux champignons. Donc non, je ne cuisine absolument pas. Je mélange des tomates et des bouts de mozzarella et je suis là genre, je l'ai fait tout seul. Félicitations. Merci. J'ai une espèce de petite tradition personnelle. Le dimanche, j'aime bien de manger un gros plat de pâtes avec les sauces toutes préparées horribles que voilà. Et du coup, quand je le sers, je dis j'ai fait la pasta alla nonna et puis j'en fais j'en fais des caisses alors que mon secret c'est de rajouter un tout petit peu de Chut, c'est un secret. Faudra censurer ça. Non, vraiment, c'est un secret. Faut pas le dire. Faut vraiment que ça Ça ne me reste ressemble pas du tout. Je suis Ouais. désolé, je ne sais pas ce qui m'a pris. dans ton livre de cuisine ancestrale de toi-même, qui n'a qu'une page, du coup. Eh bien, merci beaucoup, Mia, pour toutes tes questions. À Merci, très bientôt. À la prochaine fois. À la prochaine fois, Mia. Gros bisous. Bisous. On était en train, avant les questions de Mia, de savoir quel pyjama tu mettais pour dormir. On allait venir un peu sur le drag. Donc, tu as découvert le drag, on va dire, pendant comment tu as découvert le drag de manière générale et à quel moment tu t'y es collé? Tu t'es inscrite. Tu t'es inscrit. Bonjour, je voudrais m'inscrire au drag. Alors moi, je découvre le drag quand j'ai, mon avis, 16 ans, avec mes copines PD, nous sortons au club le You à Bruxelles le dimanche, et j'y vois, la première fois que je vois une drag queen, je vois la Diva Live qui fait une performance, et c'est ma première rencontre du drag. Sans doute plus ou moins couplé tout de suite avec les films d'Almodovar et ce genre de choses. Je m'y intéresse pas vraiment. C'est-à-dire que c'est la fête, c'est chouette, c'est festif, mais j'ai pas grand-chose à en dire de plus que ça. Et puis, quand je fais mes études, les gens de ma classe regardent Drag Race, la version américaine. Et du coup, je me sens un tout petit peu exclu des conversations et je me dis, tiens, je vais quand même y jeter un œil. Et je regarde, je sais plus sur les conseils de qui, mais il faudrait que je remercie cette personne. Je regarde la saison All Stars 2 pour commencer, qui est, je trouve, toujours aujourd'hui une de mes saisons préférées. Et du coup, je suis emporté. Je trouve ça trop chouette. Et puis, je trouve ça m'amuse beaucoup. Et donc, je commence un peu à regarder ça sans. Je suis jamais quelqu'un qui va prendre des abonnements et tout ça pour pouvoir tout voir. Donc, ce que je trouve en streaming, je le regarde. Ce que je trouve pas, je le regarde pas. Mais ça devient un peu. Je sais qu'en tout cas, dans ma dernière année d'études, alors que ma collection n'a pas grand-chose à voir avec ça, mes pauses de midi, je les passe en regardant ça parce que je suis de retour chez mes parents, que je travaille chez mes parents, que je me suis isolé et que du coup, ça devient le petit bol d'air frais ou gay. Et ce premier moment de rencontre avec toi et le drag, mais cette fois, plutôt que le voir, le faire sur la tronche. Du coup, en regardant tout ça, j'ai cette tendance à me projeter, à me dire j'aurais fait quoi, comment je serais moi drag. Et il y a un truc qui me gêne toujours un peu. Enfin, c'est pas que ça me gêne, c'est que je trouve ça un poil réducteur peut-être, c'est que je retrouve pas les féminités que moi j'ai envie de voir. C'est-à-dire que l'archétype de la femme avec le cil très long et l'eyeliner qui n'en finit pas, tout ça est très présent. Mais je trouve que même sur le paysage mode, finalement, il y a déjà d'autres féminités qui sont en jeu et qui n'ont pas de représentation. Et du coup... par hasard, sur mon shooting de ma dernière collection et sur le dernier défi de la Cambre, je me rends compte que un garçon qui s'appelle Antoine et qui habite dans mon village, est devenu maquilleur. Et du coup, il est ravi de maquiller sur ma collection de
de fin d'année, et on parle un petit peu de nos rapports au maquillage, et donc je lui parle du drag, et lui il me dit que c'est aussi un truc qui l'intéresse, et qu'il a jamais trop fait tout ça, et on décide de s'organiser un petit drag date, et donc la première fois que je me mets en drag, c'est lui qui me maquille. C'est le moment où je termine mes études, donc en fait, comme je vous avais dit, comme je t'ai dit, je viens de rentrer chez mes parents pour faire ma dernière année d'études, et donc je suis encore chez mes parents avant d'aller à Paris, et lui habite à ce moment-là aussi chez ses parents, et du coup on se dit, bon bah on est tous les deux dans ce village où il y a quand même rien à faire, est-ce que tu veux qu'on tente un petit maquillage? Et donc je lui demande de me maquiller comme Alaska, ce qui n'arrive tellement pas. Je suis assez laide, je suis donc chez moi dans un drag un peu bizarre, un peu dégoûtant, et mon père en plus rentre du travail à ce moment-là, et donc me découvre en drague, et je suis là genre hey, coucou, et il comprend pas très bien ce qui se passe, mais bon, ça le perturbe pas plus, il a l'habitude des lubies de son fils, et du coup voilà, ça c'est ma première expérience drague. C'est à la fois enivrant, et à la fois tu te dis que avant d'en faire quelque chose de concret, enfin que tu es encore très loin d'en faire quelque chose d'intéressant. Et donc, qu'est-ce qui s'ensuit de ça? C'est-à-dire que ça devient un peu quelque chose de récurrent, ou c'est plutôt pop, une fois de temps en temps ou... C'est vraiment un truc, ça reste dans ta tête, je continue de regarder un peu ci et là, et puis en fait j'habite Paris, et je commence à rencontrer aussi un peu la scène drag, de croiser des drag queens en soirée, et puis du coup il y a des prises de position qui continuent de se passer dans ma tête, mais clairement, techniquement, je suis une nouille. Et du coup, ouais, tous les 6 mois, il y a un truc de « Allez, tiens, j'ai peut-être envie de sortir en drag là », et donc je commence à faire des make-up, mais très conscient des limitations de ma technique. Et du coup, en fait, j'ai tendance à me dire, bon, bah, en fait, il faut assumer le truc, il faut... déjà remettre en question qu'est-ce qui fait une drague, est-ce que finalement t'as besoin de mettre des fossiles pour être drague ou pas, et donc je commence à expérimenter comme ça avec des résultats plus ou moins convaincants, et surtout pas très convaincants, mais parfois convaincants sur le moment. tu crois que t'as trouvé un truc, et puis tu te rends compte 2 semaines plus tard que t'avais rien trouvé du tout, et voilà, et je commence un peu à expérimenter ce que c'est que de sortir maquillée, la façon dont du coup tu te présentes, dont les gens te regardent, dont tu peux un peu te réinventer, et ça m'intéresse, et l'engouement des potes autour fait aussi que tu continues un peu, mais c'est vrai que c'est un peu ouais, il y a des grandes pauses, il y a des moments où je fais rien du tout, il y a des moments où je sors 3 fois parce que tout à coup, vas-y, en fait, je vais vraiment me lancer, je vais le faire, et puis finalement, tu te dis non, je vais pas le faire, je suis quand même moche, et puis il y a quand même toutes ces drag queens à Paris qui sont trop belles et qui font des coudes aussi finalement, parce que la scène, elle est quand même, il n'y a pas énormément de scènes non plus, surtout à l'époque. Donc c'est un peu comme ça sur un... Voilà. Et puis il y a un rapport aussi pour moi à la mode qui est un peu compliqué, c'est-à-dire que j'ai pas l'impression que le milieu drag à l'époque soit nécessairement ce que la mode valide, et donc je sais pas si je suis pas en train de perdre peut-être de la pertinence en tant que designer face à certaines maisons. Et donc il y a ça aussi qui fait que je le fais, mais un peu pour moi, un peu discrètement. Mais tous ces questionnements, ils viennent de quoi? C'est-à-dire que, dans le fond, quand tu commences de sortir et tout, est-ce que tu testes et tu crées un personnage? Est-ce que tu te projettes tout de suite comme étant drag queen, comme créature, drag queer? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu cherches à faire? À explorer aussi une féminité différente? Ou est-ce que c'est pas du tout d'exploration de genre? Si, on est vraiment sur une exploration de genre. Moi, d'ailleurs, il y a un truc sur lequel j'insiste beaucoup, parce que je sais, toujours aujourd'hui d'ailleurs, qu'il arrive très souvent qu'on me définisse comme un club queer ou un club kid, ou en tout cas pas comme une drag queen, ou un drag queer. Ce qui est pas ce avec quoi j'ai aucun problème, mais moi, depuis le début, je revendique vraiment que c'est une femme, et que donc c'est une queen. Et ça, c'est un truc dès le départ où, cette envie de défendre une autre façon d'être femme, et une façon peut-être considérée comme androgyne d'être femme, ça c'est là depuis le début, et ça m'amuse beaucoup. Et d'ailleurs, il y a un truc où
parce que j'ai accès à parfois des pièces de vestiaires de luxe, etc. Dès le début, il y a aussi cette envie de mélanger les choses, si tu portes le plus joli collier en cup chain que tu sais coûte la blinde, t'as la perruque de H&M qui brille beaucoup trop et dont on sait qu'elle est incoiffable parce que le poil est dru. Donc ça m'intéresse beaucoup dans le drag justement. Comment tu peux tout à coup valoriser ce qui n'est normalement pas valorisé et comment c'est toi en tant que drag qui décide de ce qui a de la valeur. Et tu peux mettre un nez de cochon sur un piédestal et dire ouais, regarde cet accessoire magnifique, c'est le nouveau accessoire de luxe. Et ça m'intéresse beaucoup parce que ça c'est mon travail aussi en fait. Je travaille dans le luxe, donc il y a toute une question sur je travaille dans la réalité du luxe, donc je sais aussi que parfois c'est pas du luxe, que parfois c'est l'assemblage qui fait que ça en devient, que on part l'argent, qu'on se demande comment on va couper les prix aussi. En tout cas chez Paco Rabanne. Et donc tout ça m'intéresse beaucoup. Comment le luxe est une construction sociale, la féminité est une construction sociale, et finalement les valeurs, ce sont des constructions sociales, quoi. Donc déjà, un drag ou une conception très politique, très réfléchi, un peu provoque. Ouais, parce qu'en plus, pour moi, c'est important de faire du concept rapidement, parce que en fait, ce qui me plaît aussi dans le drag finalement, c'est d'avoir un terrain de jeu où je suis la directrice artistique. Parce qu'en fait, toute la journée, néanmoins, malgré toute la liberté que j'ai et dont je suis très reconnaissant chez Paco Rabanne, néanmoins, je suis là pour répondre à une demande d'un directeur artistique et c'est pas mon histoire et c'est pas moi qui raconte l'histoire et c'est pas moi qui l'articule. Et donc, il y a un truc où le drag, c'est aussi genre, tiens, si on faisait de la mode de façon un tout petit peu moins sacralisée, ou peut-être que les vêtements seront un tout petit peu plus bricolés, mais par contre, c'est moi qui dis l'histoire. Et c'est ça, moi, que j'admire beaucoup à l'époque et toujours maintenant chez les drags, c'est que il y a des drags comme ça qui se réinventent du jour au lendemain et tout le temps c'est un nouveau personnage et on a l'impression qu'ils pourraient changer de nom à chaque fois et que presque la valeur vient du fait qu'ils soient pas reconnaissables. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est plutôt la mythologie que tu crées dans le temps, justement, de comment tu peux te baser sur ce que tu as déjà dit avec ton personnage et comment ce personnage, du coup, il devient réel et lentement, il a son histoire à lui aussi. Et c'est ce que j'adore dans les maisons de mode aussi, c'est que quand tu travailles chez Paco Rabanne, ce que tu fais, c'est que tu es face à une identité dont tu hérites, tu es face à cet héritage qui est déjà très signifiant, et la question c'est qu'est-ce que tu dis de plus avec ça, et qu'est-ce que tu en dis, et comment tu réinventes ça. Et moi ça j'adore le fait que Touna se réinvente, mais Touna se réinvente à partir des propres consignes qu'elle s'est données, entre guillemets. Comment tu twists du drag tous les 6 mois à bon, allez, vas-y, on va essayer de faire quelque chose qui soit pas que pour sortir et pas que pour faire la teuf. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? En vrai, il y a un moment où je pense arrêter. Réellement, il y a un moment où en fait ça commence à me fatiguer un petit peu. Je vis pas très bien. En fait, je suis pas un grand sorteur, donc je commence à sortir avec le drag, mais moi, je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup. Et du coup, si le drag se résume à sortir, danser et boire, et que finalement le look il est vu, mais pas regardé, ça m'intéresse pas trop. Et donc je me dis bon en fait tu sais quoi, je vais me donner un dernier challenge et puis je vais voir et puis ça va peut-être m'indiquer si j'ai envie de continuer ou pas. Et je décide de performer pour la première fois. Et donc je m'inscris à une scène ouverte et c'est ma première performance et la réception de la première performance qui fait que je me dis ah waouh, en fait cette performance que j'ai construite dans mon coin tout seul et qui était peut-être un tout petit peu conceptuelle, en fait, elle a été très très bien. Je sais pas si elle a été comprise, mais en tout cas, elle a touché des gens et tout à coup, ce qui se passe dans ma tête à moi, chez moi, en fait, est partageable et c'est là que ça devient très excitant. Et puis il y a des opportunités qui se font aussi après cette première performance et du coup, je suis lancé et je suis ravi d'avoir pu montrer ce drag pas tout à fait conventionnel, mais avoir été aussi applaudi que la parfaite drag queen qui est passée après moi. Et là, je suis regonflé et je commence, quoi. Parce que c'est vrai que pour ta première scène ouverte, t'as fait un lip sync à travers
tenue, un vêtement qui a été évolutif, ou ensuite ton lip sync se continue avec un tissu sur le visage, mais on voit quand même tous les mouvements de tous les labiales, tout le lip sync, etc. Quand on réussit à faire une première performance qui reste iconique, qui reste dans les mémoires, dont on va te parler pendant très longtemps, comment on réussit à en faire une deuxième, une troisième différente, et comment, en fait, le fait d'avoir fait un premier succès peut impacter ta créativité par la suite? Ben, le truc, c'est que moi, je crois beaucoup aux premières performances des queens et kings, etc. Euh, tu mets ta première perf, c'est quelque chose de. Je pense que je vois des gens se lancer un peu juste, genre ils ont envie de se lancer, ils sont pressés, mais moi c'était pas du tout ça. Moi je voulais vraiment me lancer au moment où j'étais prêt, où j'avais un truc à dire, où j'avais un truc à montrer. Et donc ma première perf elle est extrêmement préparée. En fait, j'ai le temps de réfléchir à des choses. Comme tu dis, j'ai trouvé ce tissu qui a des propriétés très particulières et qui me permettent de créer un reveal que j'ai pas trop vu dans le drag. Donc voilà. Et puis il y a tout ce que ça a de signifiant par rapport au texte que je choisis, tout ça. Donc j'ai eu le temps de réfléchir. Tout à coup, quand après on me dit 2 semaines plus tard, hey, viens performer dans notre bar, il y a une espèce de crainte de décevoir, de te dire ouais, mais en fait, je peux sans doute pas préparer autant les choses. Et puis en même temps, c'est le début, donc tu prépares quand même des choses qui demandent énormément d'efforts. Et il y a un. Je crois qu'au départ, j'étais très très motivé. Je me disais, waouh, c'est cool. Moi, à l'époque, j'avais pas beaucoup de following. Et puis tout à coup, j'avais plein de gens qui avaient débarqué sur Instagram et qui me suivaient après ma première perf. Et j'étais là, genre, waouh, c'est fou un peu. Et en fait, je continue de performer, je continue de recevoir des compliments. Et moi, je suis pas content de tout, mais je me sens pas complètement me trahir. Mais néanmoins, en fait, ouais, cette première perf, elle commence à me hanter, en fait. C'est-à-dire que je suis là, genre, waouh, en fait, je vais jamais faire aussi bien. Et aujourd'hui, je comprends que cette première perf, elle a été aussi bien reçue aussi parce que justement, j'étais la petite meuf timide de qui on n'attendait rien. Et ça se voyait que j'étais pas à l'aise sur scène, etc. quand j'ai commencé. Et donc, il y avait vraiment une espèce de surprise qui se faisait. Et donc, je sais que la réception de cette perf, elle était aussi contextuelle. Mais à l'époque, je finis par me dire, ah ok, en fait, j'ai rien inventé de mieux depuis. J'ai pas trouvé de façon plus créative d'interpréter des chansons. Et du coup, ouais, il y a un truc où moi, je sais que cette perf, je l'ai refait quelques fois après, mais j'ai eu aussi besoin d'un peu l'enterrer. Et j'ai fini par filmer cette performance. Je l'ai filmée au moment où il y a 3 ans, quelque chose comme ça. Peut-être 1 an après ne plus l'avoir fait du tout, parce que je me disais, bon, en fait, ce serait cool d'avoir une trace vidéo un peu propre de cette chose. Mais c'est vrai que c'est pas une perf que j'ai voulu refaire beaucoup. Et ce type de tissu élastique, il y a que maintenant que je commence à le réenvisager, parce que je pense qu'entre-temps, mon drag, il s'est déplacé, que moi, là où je place le curseur valeur sur mes performances, il est un peu ailleurs, et que donc même moi, cette perf, finalement, elle est désacralisée. Qui est Tounames aujourd'hui? Imaginons, je ferme les yeux, je veux la voir. C'est assez. En fait, de plus en plus, j'ai tendance à décrire Tounames comme un projet plutôt qu'une personne. Et donc, je sais que quand on me demande de la décrire comme une personne, je dis les mêmes choses. Je dis souvent que c'est une espèce de femme agoraphobe, rédactrice en chef, divorcée, qui parle plus à ses enfants et qui déteste le monde, et aime la mode par ailleurs. Mais c'est vrai que de plus en plus, moi, je me rends compte qu'aujourd'hui, dans ma pratique, je préfère définir Touna comme un projet, parce que j'aime mettre une distance aussi avec mon corps à moi et imaginer que Touna, ça pourrait aussi devenir le corps de quelqu'un d'autre. Et donc, je pense que Touna, ce que c'est pour moi aujourd'hui, c'est vraiment ce projet qui remet en question les conventions esthétiques. Et bien sûr qu'elle a une personnalité parce qu'elle hérite de plein de traits de caractère qui sont les miens quand c'est moi qui incarne Touna, mais je pense qu'elle pourrait aussi exister autrement, quoi. Ok. Un peu comme, imaginons, tu as un logiciel et on vient insérer la clé USB Tuna
et pour venir en fait que deux mondes se rencontrent un peu, c'est un peu ça? Ouais, moi je prends beaucoup de plaisir aujourd'hui à mettre en scène aussi et en fait je me suis toujours dit j'adorerais créer des protocoles où d'autres gens performent Tounames pour moi parce que justement ces personnes ont des capacités que j'ai pas. Enfin, imaginez une Tounames qui fait de la pole dance, pour moi c'est envisageable. Pourtant ça semble un peu éloigné du personnage à cet instant-ci, mais je pense que ça m'intéresse de justement la mettre en danger ou en tout cas de trouver de nouveaux terrains de jeu pour ce personnage. Et Tuna, dans ton corps à toi, avec tes attributs, ton visage et tout, elle ressemble à quoi? Tuna, c'est le clown hyper esthétique pour moi, en fait, parce qu'il y a vraiment donc Tuna, c'est d'abord un teint extrêmement blanc. Il y a un gros travail sur le contouring, c'est vraiment la partie du make-up drag qui m'intéresse le plus. Et j'utilise vraiment le clown white en référence au clown, mais j'essaye tout à coup que ce clown white soit pas juste un visage blanc, mais que ça devienne vraiment partie intégrante dans contouring que j'essaye de rendre très fin. Tuna, c'est un nez. Moi, le contouring de mon nez, c'est vraiment à la fois la plus grande question. Enfin, c'est l'enjeu tout le temps quand je commence à me maquiller, c'est mon nez. Et je ne dis pas que je le réussis à chaque fois et que j'en suis toujours fier, mais en tout cas, c'est vraiment un point sur lequel je passe du temps. Parce que moi, mon nez, c'est ce qui est critiqué quand je suis jeune. Parce que j'ai un très long nez. Et du coup, même Tuna, au tout début de mon drag, elle avait un nez encore plus long. J'ai allongé mon nez encore plus pour mettre en évidence ce truc qu'on critiquait. Tuna, évidemment, c'est un peu de calvitie, parce que pourquoi cacher complètement ma calvitie alors que je tiens à célébrer ce qui est critiqué par la société normalement. Et puis, Tuna, après, c'est évidemment une espèce de colonne, quoi. Je suis très grand, je suis plutôt mince et en fait j'aime bien ça. Et je mets pas trop de padding et je mets pas trop de corset et tout. J'aime bien de dire que mon corps, comme il est finalement, il est déjà féminin et que en fait dans sa façon de se mouvoir, il y a tellement de choses qui est dit que l'image du sablier, peut-être on peut s'en débarrasser. En tout cas, moi je m'en débarrasse. Et ce travail, parce que voilà, tu parlais de célébrer la calvitie, c'est célébrer ce qui n'est pas célébré. Comment t'es arrivé à ce travail avec justement les perruques, avec les cheveux, avec cette mèche aussi qui te caractérise beaucoup? Parce que je pense qu'il y a un truc de... Quand je commence, ok, je mets des wigs un peu de merde et tout, et puis en fait, du coup, je revalorise ces objets. Mais il y a un moment dans mon drag où je me rends compte qu'en fait, je fais ça du coup pour les objets, mais je fais pas ça pour ce que moi je critique. C'est-à-dire qu'au début de mon drag, je cache toujours mon crâne. Et il y a un intérêt des photographes notamment sur me photographier le crâne nu, parce que je pense qu'il y a toujours un intérêt pour qui tu es quand t'es pas encore complètement en drag, où est vraiment le commencement de ton drag, où est le commencement de qui tu es dans le civil. Et puis du coup, moi, ça m'interroge. Et puis en même temps, j'ai pas envie de montrer mon crâne. Et puis je me demande, mais en fait, t'as pas envie de montrer ton crâne, pourquoi? Et tout à coup, c'est mon histoire personnelle qui est en jeu. Et je me suis dit, mais tu peux pas comme ça valoriser, insister sur comment le non conventionnel doit être validé, mais tout à coup pas le faire sur ta propre personne. Et donc ça commence sur ok, comment je peux montrer mon crâne et je suis à l'aise avec ça. Est-ce que du coup, peut-être j'ai pas besoin de le montrer complètement, mais est-ce qu'il y a une autre façon de montrer ce crâne? Et j'ai pas fait des mèches tout de suite. J'ai commencé par avoir des espèces de perruques où le commencement des cheveux se faisait pas à l'endroit où commencerait le cheveu d'une femme, où tout à coup, finalement, peut-être que je pouvais, enfin d'une femme cis, je veux dire, où tout à coup, peut-être que je pouvais allonger mon crâne énormément et avoir un front immensément long et des cheveux quand même, et que peut-être ça parlait d'autres choses. Puis, inévitablement, à un moment, tu finis par commencer à coiffer des mèches, à te demander comment tu peux les mettre sur toi, et ça devient un peu une signature... un peu malgré toi, juste parce que c'est la façon la plus évidente de célébrer ton crâne, tout en ayant cette mèche très coiffée qui parle clairement du cran en coiffure et donc d'un truc extrêmement féminin. Tuna mèche. Tuna mèche, ouais. Minuit Divinine m'appelle comme ça. Tuna, elle est snob. Mais est-ce que t'es aussi snob? Est-ce que c'est snob dans la vie?
Je crois que je peux apparaître snob. Et je pense que d'ailleurs, Tuna, il est pas snob volontairement. C'est juste qu'en fait, je me rends compte que ma façon peut-être de tout trop intellectualiser et trop fait qu'on me trouve snob. Et là où peut-être dans la vie, justement, j'essaye d'aller contre ça. Tuna, c'était genre, mais en fait, pourquoi pas? C'est un personnage. Est-ce que ça peut pas être très drôle, finalement, que le personnage soit extrêmement snob? Est-ce qu'il n'y a pas un truc à jouer là-dedans? Et voilà. Mais après, je me rends compte que c'est à double tranchant. Parfois, les gens pensent que je suis réellement snob. Et à la fin, c'est pas à moi de le juger. Peut-être que je suis réellement snob. Mais en tout cas, il y a un truc de... Oui, il y a toujours une espèce de surprise entre le personnage et la personne. Je suis très timide, moi, dans le civil. Donc en fait, quand t'es timide, tu peux aussi, justement, du coup, te montrer particulièrement ample, ou en tout cas essayer de jamais faire de vagues. Et ce qui est plutôt mon cas, je pense. Et du coup, oui, il y a toujours... quand les gens me rencontrent parfois, c'est on t'a pas reconnu alors que le crâne rasé, tout ça, c'est quand même des gros indices. Mais mon attitude fait qu'on me reconnaît pas parce que je suis pas aussi, j'ai pas confiance en moi. J'aime bien rester discret, quoi. Est-ce que tu as quelque chose avec lequel tu es obsessive, monomaniaque, une passion saugrenue? J'ai une petite obsession sur les vidéos sur YouTube, soit des appartements les plus petits et comment on les rend vivables, soit au contraire les châteaux et comment des gens achètent des châteaux et tentent de les retaper en respectant parfaitement l'histoire du château et son époque, etc. Et je trouve ça, je sais pas, il y a un truc qui m'excite beaucoup là-dedans. Femme château. Femme château. Mais pas snob du tout à part ça. Non, je regarde des gens qui ont des tout petits appartements et voir comment ils arrivent à s'arranger. Parce qu'à la fin, c'est quand même ma réalité, même si dans mes rêves, je suis dans un très très beau château que je retapais à la perfection. On arrive bientôt à la fin de cet épisode. Est-ce que tu aurais des recommandations, culture ou pas culture, mais pour tous ceux qui nous écoutent, mais les choses que tu auras envie de nous transmettre? Alors moi, la recommandation que je donne tout le temps en ce moment, donc c'est pas très original, mais qui a une petite histoire un peu particulière pour moi, c'est Oliver Sim. C'est Oliver Sim, l'album qu'il a sorti qui s'appelle Hideous Bastard, et le film Hideous qu'il a fait avec Yann Gonzalez. C'est une découverte pour moi parce qu'en fait j'ai eu la chance, mais à nouveau un concours de circonstances, de faire une première partie pour lui. Et puis on est devenus amis, et puis c'est quelqu'un avec qui j'échange un peu. Et c'est vraiment quelqu'un qui m'intéresse tout particulièrement, et qui a fait ce premier album sur sa vie, sur ce que ça veut dire pour lui de grandir en tant que personne queer, et par ailleurs séropositive. Et je pense que c'est ces concerts, c'est des espèces de thérapie. En fait, on est tous là, tous enfants queer, et puis on l'écoute, et puis on revit notre enfance, et puis on se réconcilie un peu avec nos traumas. Donc ouais, allez regarder Hideous de Yann Gonzalez et écouter Hideous Bastard de Oliver Sim. Très hideous. Hideous, we like that. Autre chose? Autre chose, je ne sais pas. Moi, je suis évidemment toujours obsédé par Björk, donc je vous encourage toujours à réécouter Björk tous les jours, même les albums qu'on comprend pas. Finalement, il y a toujours une journée où on est prêt, on est disponible, mais il faut juste la trouver. Eh ben, trouvez-la. Restons là, et puis on ira regarder, écouter ce que nous a conseillé de voir Tuna pour comprendre et comment dire. Oh, aujourd'hui je perds mes mots, c'est vraiment terrible. La maladie m'a eu. On m'a grillé les neurones. Non, ce que je disais, c'est que voilà, Tuna nous a donné ses conseils. Maintenant, on en fait ce qu'on en veut. On va écouter, découvrir, et pourquoi pas se trouver une nouvelle passion à nous aussi. On ne sait pas, ça pourrait arriver. Si vous souhaitez financer mon achat d'un château, n'hésitez pas, appelez-moi. Voilà, le compte PayPal de Tuna sera en lien de cette émission, de ce podcast. Eh bien, Tuna, je suis désolé, mais c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup. Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que tu recommandes? Beaucoup, je recommande. Faites, livrez-vous. Tiens, non, il y a juste un truc auquel je pense là maintenant. Est-ce que tu pourrais me faire un petit Tuna comme et Mess comme?
Ah, oui, je vois. Parce que alors, pour vous expliquer un peu, Tuna, sur scène, quand elle explique son nom, pour bien qu'on comprenne son nom, elle donne une sorte de définition. Et du coup, je trouve ça toujours très amusant. Donc, je sais pas. Donc, je suis Tuna comme le poisson et Mess comme l'état de l'élocution de Bip aujourd'hui. Ah, vous la vouliez personnelle, je vous la fais personnelle. Hein. Tellement vrai. Tellement vrai. Maintenant, faudra pas couper tous les petits bégaiements, sinon ça marchera plus. Eh ben non, je vais être obligé du coup d'en laisser. Putain, j'ai une mâchoire cassée aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup Tounamess et merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de la Quinterview. En attendant le prochain, si vous avez aimé, likez l'épisode, abonnez-vous au podcast. En gros, faites tout ce que le monde moderne a fait de vous et à bientôt pour une prochaine Quinterview. Bye bye. Bye.